L'histoire est souvent racontée par les vainqueurs. Et ceux qui ont souffert, ceux qui ont résisté, sont bien trop souvent réduits au silence. Mais aujourd'hui, nous allons raviver les braises d'un passé oublié. Un passé où l'Afrique n'était pas une terre de soumission, mais une terre de résistance. Voici les grandes révoltes oubliées contre l'esclavage. Des récits de bravoure, de révolte, de dignité. Des héros et héroïnes que l'histoire a voulu effacer, mais que nous allons rappeler au monde. Entre le XVe et le XIXe siècle, plus de 12 millions d'Africains furent arrachés à leur terre natale. Des familles détruites, des royaumes brisés, des cultures entières pillées. Mais cette horreur n'a jamais été un fleuve tranquille. À chaque tentative d'oppression, des voix se sont élevées. Des peuples se sont levés. Des chaînes ont été brisées. Zoom historique, les résistances ne sont pas apparues seulement dans les plantations des Amériques. Elles ont éclaté sur les côtes africaines, dans les villages, les royaumes, les forêts, les montagnes et même sur les navires négriers eux-mêmes. Partie 2. Sierra Leone, la mutinerie de la rivière Bince. Nous sommes en 1794, sur les rives de la rivière Bince, en Sierra Leone. Des captifs africains, entassés dans les cales d'un navire négrier, décident que l'humiliation a assez duré. Une nuit, profitant d'un moment d'inattention des marins, ils déclenchent une mutinerie sanglante. Ils prennent le contrôle du bateau, tuent plusieurs membres de l'équipage, et dirigent le navire vers la côte. Très peu survécurent. Mais leurs cris résonnent encore, mieux vaut mourir libre que vivre enchaîné. Partie 3. Le royaume du Bénin. Un refus déterminé. Au sud de l'actuel Nigeria, s'élevait un royaume raffiné, puissant et organisé, le royaume du Bénin. Célèbre pour ses bronzes magnifiques, son art sacré, et son sens aigu de la gouvernance, ce royaume n'a pas seulement brillé par sa richesse culturelle, mais aussi par sa ferme opposition à l'esclavage. À une époque où de nombreux États africains entraient dans le commerce triangulaire, attirés par les armes et les marchandises européennes, le royaume du Bénin fit un autre choix. Sous le règne de l'Obéa Ezigi, au XVIe siècle, le royaume mit en place des restrictions strictes sur la vente d'êtres humains. Il fut l'un des premiers souverains africains à comprendre que ce commerce déshumanisant affaiblissait l'Afrique au profit de l'Europe. Les lois béninoises interdisaient de vendre les sujets du royaume. Et si certains esclaves furent exportés, ils ne venaient jamais des familles béninoises, mais uniquement des prisonniers de guerre ou des étrangers, dans une tentative de préserver le tissu social local. Lorsqu'un marchand britannique, sûr de son pouvoir, exigea au roi des captifs humains en échange de fusils et de poudre, la réponse du palais fut sans appel. Nous ne sommes pas des bêtes. Nous ne vendons pas notre peuple. Une déclaration d'une force immense. Une parole de roi, qu'aucune menace n'a pu faire plier. Et pourtant, les pressions ne manquaient pas. Les puissances européennes tentaient, année après année, d'acheter des captifs au Bénin. Mais l'Obéa, épaulé par ses chefs, resta ferme. Ce refus coûta au royaume des alliances, des marchandises, mais il conserva son honneur. Partie 4. Cap-Vert, la guérilla des Marrons. Dans l'océan Atlantique, à la croisée des routes maritimes, se trouve un petit archipel, le Cap-Vert. Ces îles volcaniques, contrôlées dès le XVe siècle par les Portugais, deviennent rapidement l'un des premiers centres de transit de la traite négrière. Dès les premières décennies de la colonisation, les esclaves capverdiens se soulèvent. Ils refusent de travailler dans les champs, sabotent les outils, incendient les plantations. Et surtout, ils fuient. Certains prennent les montagnes, d'autres les forêts profondes des îles comme Santiago ou Fogo. Là, ils créent des communautés secrètes, autonomes, inaccessibles aux colons, des villages cachés, organisés, armés. On les appelle les marrons du mot espagnol cimarron, signifiant animal retourné à l'état sauvage. Mais ces hommes et femmes n'étaient ni sauvages, ni désorganisés. Ils étaient libres. Et prêts à tout pour le rester. Partie 5. Zimbido Palmarès, le roi noir du Brésil. Dans les profondeurs des forêts brésiliennes, au XVIIe siècle, un royaume naît dans l'ombre. Un royaume fondé non pas par des conquérants européens, mais par des Africains en fuite. Ce royaume s'appelle Palmarès. Il est dirigé par un homme devenu légende, Zimbidos Palmarès. Né en captivité, Zimbi est enlevé enfant, élevé par des religieux, puis s'échappe pour rejoindre les siens. Rapidement, il devient chef de guerre, stratège, protecteur des quilombos. Sous sa direction, Palmarès devient un véritable État noir indépendant, avec son armée, ses lois, son économie.
Pendant plus de 2 décennies, Imbi défie les armées portugaises, mène des combats acharnés, et repousse toutes les tentatives de destruction. Partie 6. Le Sahel en armes, Mossi, Fouta Toro, Fouta Djallon. Tandis que les côtes africaines subissaient les assauts des négriers européens, à l'intérieur du continent, dans les terres arides du Sahel, d'autres résistances prenaient forme. Chez les Mossi, au cœur de l'actuel Burkina Faso, les cavaliers ne se contentaient pas de défendre leurs terres. Ils attaquaient les caravanes d'esclavagistes, libérant les captifs, détruisant les campements des trafiquants, et frappant là où on ne les attendait pas. Plus à l'ouest, dans les royaumes théocratiques du Fouta Toro, actuel Sénégal, et du Fouta Djallon, en Guinée, la lutte se jouait sur un autre front, spirituel et politique. Des chefs musulmans, des imams, des rois même, proclamèrent que la traite des Noirs était haram, interdite par l'islam. Le commerce d'êtres humains fut aboli sur leur territoire, et les populations protégées contre les razzias venus d'ailleurs. Certains rois, comme Abdul Kader Kane du Fouta Toro, allaient jusqu'à menacer de guerre tout marchand qui tenterait d'acheter un esclave dans son royaume. La résistance ne portait pas toujours une épée. Parfois, elle portait un Coran. Le Sahel fut un rempart. Un mur face à la déshumanisation. Ici, on préférait la guerre au déshonneur, et la foi au profit. Partie 7. Les mutineries en mer, l'esprit de l'amistad. La mer était censée être leur tombeau. Enchaînés dans des cales sombres, affamés, battus. Mais même au cœur de l'océan Atlantique, la flamme de la résistance ne s'est jamais éteinte. On estime qu'environ un navire négrier sur 10 a connu une tentative de révolte en pleine mer. Des captifs, affaiblis mais déterminés, ont réussi à briser leurs chaînes, à s'emparer d'armes, et à se soulever contre leurs bourreaux. L'un des cas les plus célèbres fut celui de l'Amistad, en 1839. Un groupe d'Africains capturés, mené par Sengbe Pieh aussi connu sous le nom de Joseph Cinqué, prennent le contrôle du navire, tuent plusieurs membres de l'équipage et ordonnent aux survivants de les ramener en Afrique. Mais les marins naviguent en direction des États-Unis. Le navire est intercepté, et les rebelles sont jetés en prison. Ce qui s'ensuit est historique, un procès retentissant. Pour la première fois, une cour américaine reconnaît que ces hommes avaient le droit de se révolter. Ils sont libérés et retournent en Afrique. L'affaire de l'Amistad n'est pas une exception. Elle est le reflet d'une vérité que l'on a voulu étouffer. Les captifs n'étaient pas passifs. Ils ont combattu, partout, même en haute mer. Ceux qui se sont dressés contre l'esclavage nous ont laissé bien plus qu'une mémoire, ils nous ont légué un devoir. Un devoir de vigilance, face aux chaînes invisibles qui entravent encore nos peuples. Un devoir de courage, face aux masques modernes de la domination. L'Afrique d'hier a crié sa soif de liberté. L'Afrique d'aujourd'hui doit continuer à l'incarner. Se souvenir de nos résistances, c'est refuser toute soumission. C'est comprendre que notre véritable libération ne viendra ni de l'extérieur, ni d'un mirage offert, mais de notre unité, de notre fierté, et de notre capacité à écrire notre propre destinée. Car un peuple qui se souvient de ses héros est un peuple qu'on ne peut plus asservir.